Bonjour, c'est Marc-André, ton prof de chimie cette session. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue à ton premier cours de chimie au Cégep en mode virtuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de mesure et des chiffres significatifs. Voici le plan de match que je te propose. Dans un premier temps, tu dois regarder la présente vidéo et compléter tes notes de cours. Tes notes de cours se trouvent sur Léa. Tu peux les télécharger au format PDF et ensuite les imprimer, puis les compléter à l'aide d'un stylo. Ou bien tu peux les compléter à l'aide d'une tablette si tu en as une. Dans un deuxième temps, tu dois faire tes lectures dans le bouquin. Le bouquin qu'on utilise dans ce cours-ci, c'est le Chimie générale 5e édition par Chang. On parle donc de la section 1.5 à lire pour le cours d'aujourd'hui. Ensuite, tu dois vérifier ta compréhension en faisant les exercices à la fin du chapitre. On parle spécifiquement des exercices 1.12 à 1.16 cette fois-ci, et ainsi que les exercices de l'annexe 1 dans le cahier de laboratoire. Alors, commençons par une petite introduction. Qu'est-ce que la chimie? La chimie, c'est la science qui étudie la structure de la matière et ses transformations. Alors, qu'est-ce que la matière? C'est tout ce qui a une masse et qui occupe un volume, donc tout ce qui nous entoure. Et ces transformations, ce sont ici ces réactions chimiques. La chimie est une science expérimentale. C'est-à-dire que ses progrès reposent sur l'observation et l'expérimentation scientifique faite au laboratoire. Elle a plusieurs domaines d'application, par exemple en médecine et en santé, notamment dans la synthèse de médicaments, en matériaux et technologie, dans les écrans tactiles notamment, en énergie et environnement, par exemple dans la production de cellules photovoltaïques qui absorbent l'énergie du soleil pour la convertir en énergie électrique, en vêtements et textiles, on peut penser ici aux vêtements de sport, en agriculture et alimentation, par exemple dans la production des engrais. OK, alors partie essentielle de l'expérimentation scientifique, la prise de mesure. Qu'est-ce qu'une mesure? Une mesure, c'est une observation quantitative. La mesure doit contenir deux choses, une valeur numérique et ses unités. Par exemple, dans une canette de Coca-Cola, il y a 42 grammes de sucre. Alors, très important de spécifier que ce sont des grammes de sucre, parce que si je dis juste 42, ça perd tout son sens. En fait, les unités constituent l'étalon de mesure sur lequel on se base pour faire notre comparaison. Donc, le mesurage s'effectue par comparaison d'une certaine grandeur physique avec l'unité. Alors, quelles sont ces unités qu'on utilise comme étalon de mesure dans le monde scientifique? Alors, depuis 1960, on a les 7 unités de base du système international que les scientifiques du monde entier utilisent. Je vais vous les présenter. Donc, l'unité de longueur, c'est le mètre, petit m. L'unité de masse, le kilogramme, kg. L'unité du temps, la seconde, petit s. L'unité du courant électrique, l'ampère, A majuscule. Température, le Kelvin, K majuscule. Intensité lumineuse, candela, CD et quantité de matière, mol. Il existe aussi des unités dérivées de ces unités de base-là. Donc, par exemple, l'unité du volume, c'est en fait l'unité de longueur élevée au cube. Donc, le mètre cube. On a aussi des préfixes multiplicatifs qui nous permettent de modifier la grandeur de l'unité. Alors, si je considère que j'ai l'unité ici, si je rajoute un petit k devant mon unité, je viens de la multiplier par un facteur 1000. Donc, par exemple, un kilomètre, c'est égal à 1000 mètres, ou 10 à la 3 en notation scientifique. Grand M, ça c'est pour méga, et ça nous permet de multiplier l'unité
d'un facteur 1 million. Ou 10 à la 6. OK. On a aussi des préfixes qui nous permettent de diminuer la grandeur d'une unité. Par exemple, déci pour 1 dixième. Alors 0,1 ou 10 à la moins 1 en notation scientifique. Milli, mais ça c'est 1 millième. Ou 10 à la moins 3. Donc on sait que 1 millimètre, c'est égal à 1 millième d'un mètre, ou 10 à la moins 3 mètres. Micro, donc ça c'est 1 millionième. Alors 0,000001, 10 à la moins 6, et nano pour 1 milliardième. Donc 0,000000001 ou 10 à la moins 9. Donc, par exemple, 1 nanomètre, c'est égal à 10 à la moins 9 mètres, qui est d'ailleurs l'échelle des atomes et des molécules. OK. Les scientifiques utilisent aussi ce qu'on appelle la notation scientifique, qui nous permet de manipuler des nombres soit très petits ou très grands de façon simplifiée. Donc, le format de la notation scientifique, on va mettre un nombre suivi d'une puissance 10 qui est élevé d'un certain facteur n. Je vais vous donner des exemples de comment convertir une valeur de la notation fixe en notation scientifique. Donc, le premier exemple que j'ai, c'est le nombre d'Avogadro, qui est une valeur extrêmement grande. Alors, pour passer à la notation scientifique, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la virgule, qui est à la fin du nombre ici, à la gauche pour la placer juste après le premier chiffre différent de 0. Et là, je vais compter attentivement le nombre de fois que j'ai déplacé ma virgule vers la gauche. 23 fois ici. Donc, ça nous donne 6,022 fois 10 à la 23 en notation scientifique. Et là, vous allez être d'accord avec moi que c'est une façon beaucoup plus compacte d'exprimer cette valeur-là et beaucoup plus simplifiée. OK, deuxième exemple. J'ai ici une valeur extrêmement petite. Il s'agit de la masse d'un proton en grammes. Donc là, ce que je vais faire, je vais déplacer la virgule plutôt vers la droite pour venir la placer après le premier chiffre différent de 0. Comme j'ai déplacé ma virgule vers la droite, bien là, au-dessus de ma puissance 10, ça va être un exposant négatif. Donc 1,67 fois 10 à la moins 24. Donc, le truc est le suivant. Pour convertir en notation scientifique, on doit déplacer la virgule à droite ou à gauche afin d'obtenir un seul chiffre devant la virgule. Alors, j'ai un petit exercice à vous proposer. Faites pause sur la vidéo, puis complétez le tableau. OK. Donc, les réponses. Donc ici, 1,00205 fois 10 à la 3. Ici, c'est 0,0000701. Ici, c'est 5,00601 fois 10 à la 4. OK, une petite parenthèse sur l'utilisation de la calculatrice. Sur votre calculatrice, il y a une touche EXP qui donne directement le x10 à la quelque chose. Donc, par exemple, si vous tapez 1,1 EXP 7, votre calculatrice va traduire ça directement en 1,1 fois 10 à la 7. Donc, autrement dit, pas besoin de taper sur votre calculatrice spécifiquement 1,1 fois 10 exposé en 7, mais plutôt simplement 1,1 EXP 7. Ça permet de sauver du temps et surtout, ça permet d'éviter de faire des erreurs. OK, un deuxième exercice sur votre calculatrice. Tapez 1 divisé par 123.
Alors, normalement, si votre calculatrice est en mode notation fixe, ce que vous observez, en fait, c'est la valeur numérique qu'on voit ici à gauche. Maintenant, je vous invite à trouver la touche ou la combinaison de touches qui vous permet sur votre calculatrice de passer à la notation scientifique. Donc, par exemple, sur la mienne, là, je dois faire deuxième fonction suivi de la touche SCI. Donc ça me permet là, de passer successivement de la notation fixe à la notation scientifique. Mais sur votre calculatrice, la combinaison de touches pourrait être différente. Donc, je vous invite à trouver ces touches-là et de vous familiariser avec l'utilisation de votre calculatrice. OK. Une petite note sur l'exactitude et la précision. Deux choses différentes qu'il va falloir distinguer. L'exactitude indique à quel point une mesure est près de la valeur réelle. Tandis que la précision nous indique les limites à l'intérieur desquelles se situe la valeur d'une quantité mesurée. Elle ne fait pas référence à la valeur réelle, mais à la concordance des différentes valeurs obtenues. Donc, autrement dit, là, la précision, c'est à quel point est-ce que nos valeurs sont proches les unes des autres. Donc, par exemple, on demande aux étudiants A, B et C de déterminer la masse d'un bloc d'aluminium dont la masse réelle est de 10,00 g. L'étudiant A obtient les valeurs qu'on voit ici, 10,02, 9,98, 10,01. Si je fais la moyenne de ces valeurs-là, j'obtiens exactement 10,00 g. Donc, cet étudiant-là est exact. En fait, il est très, très proche de la valeur réelle. En fait, il est directement sur la valeur réelle. Et il est très précis puisque ses valeurs sont très proches les unes des autres. Donc, une très grande concordance entre ces valeurs. Le deuxième étudiant, lui, si on regarde ses valeurs, 9,51, 9,55, 9,57. Alors, si je fais la moyenne de ça, j'obtiens 9,54. Et là, ce qu'on remarque, c'est que c'est loin de la valeur réelle. Donc, lui, il est inexact. Par contre, ses valeurs sont très proches les unes des autres. Donc, il est précis, puisqu'il y a une bonne concordance entre ses valeurs. L'étudiant C, lui, 8,5, 9,1, 11,4, ce qui me donne une moyenne de 9,7 grammes. Donc, loin de la valeur réelle, il est inexact et il est également imprécis puisque ses valeurs sont très dispersées les unes des autres. OK. Et là, ce qu'on peut voir en fait sur les cibles en haut ici, là, c'est un petit peu une illustration qualitative de ce qu'on vient de voir avec les valeurs numériques de nos trois étudiants. OK. Alors, comment va être exprimée la précision d'un résultat, soit obtenu par un calcul ou par une mesure? Bien, ça va être des chiffres significatifs. Les chiffres significatifs nous informent sur la précision. Alors, par exemple, on va au laboratoire et on mesure un volume de 110,51. On a ici une précision qui est au centième de millilitre, c'est-à-dire à 2 décimales de précision. Alors, combien est-ce que j'ai de chiffres significatifs dans cette mesure-là? J'en ai 5. Je vais les compter en faisant la somme de tous les chiffres certains et le chiffre douteux. Donc, le chiffre douteux, c'est le dernier chiffre qui est affiché, le chiffre qui est le plus à droite dans une mesure. Donc, ça nous donne un total de 5 chiffres significatifs ici. En fait, c'est le chiffre douteux qui est difficile à déterminer. Lui, il va dépendre en premier lieu de la précision de l'instrument de mesure. Donc, en fait, chaque instrument utilisé au laboratoire possède une certaine incertitude, autrement dit une marge d'erreur,
Et cette incertitude-là va déterminer où va se trouver le chiffre douteux. Est-ce qu'il se trouve au dixième de millilitre, au centième de millilitre ou au millième de millilitre? Donc, autrement dit, l'incertitude de l'instrument de mesure va déterminer à combien de chiffres décimaux est-ce qu'on va prendre notre mesure. Il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple les conditions dans lesquelles on prend la mesure et également du soin apporté à la lecture. OK, alors voyons ensemble comment déterminer l'incertitude sur les instruments qu'on utilise typiquement au laboratoire de chimie. La première catégorie, ce sont les appareils gradués, les appareils qui contiennent une échelle. Alors pour ces instruments-là, l'incertitude correspond à la moitié de la plus petite division de l'échelle. Alors par exemple ici, sur notre burette, ce que je remarque, c'est que la plus petite division est de 0,1 ml. Alors si je fais la moitié de la plus petite division, ça me donne plus ou moins 0,05 ml. Donc ça, c'est les certitudes de cet instrument-là. Ce qui me dit que ma lecture va se faire à 2 décimales après la virgule. Donc ici, je mesure 20,00 millilitres. L'incertitude a déterminé le nombre de décimales dans ma lecture. Donc ici, avec 2 chiffres après la virgule. OK, autre exemple. Le thermomètre ici, on va faire la lecture sur l'échelle qui est à droite, l'échelle qui est en degrés Celsius. Ce que je remarque, c'est que la plus petite division est de 1 degré Celsius. Alors, je divise par 2. Ça me donne une incertitude qui est de plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Donc, la température que je vais mesurer va être à 1 décimale de précision. Donc ici, je pourrais dire 99,8 degrés Celsius. Souvenez-vous toutefois que le dernier chiffre que j'écris dans une mesure, c'est le chiffre douteux, et ce chiffre-là est subjectif. C'est-à-dire qu'un autre étudiant pourrait mesurer 99,9 degrés Celsius, et ça serait considéré également comme une bonne réponse. OK. Faites attention, l'incertitude ne peut contenir qu'un seul chiffre douteux. Alors, par exemple, disons que j'ai l'échelle en bas ici. Je détermine la plus petite division, c'est égal à 0,5 ml. Alors, je vais diviser par 2. Si je fais diviser par 2, ça me donne 0,25 ml. Mais ça ne marche pas puisque j'ai 2 chiffres significatifs dans mon incertitude. Alors, je dois arrondir ça pour qu'on ait un seul chiffre douteux, c'est-à-dire plus ou moins 0,3 ml. Donc, à ce moment-là, ma lecture va contenir une seule décimale. Donc là, ici, je vois que c'est environ 4,8 millilitres. D'accord? Donc la lecture se fait à une seule décimale plutôt qu'à 2. OK. Deuxième type d'instrument qu'on utilise souvent en chimie, les appareils à affichage numérique. Alors, tous les appareils dont on fait la lecture directement sur un écran. Alors, pour ces instruments-là, l'incertitude correspond à une unité sur le dernier chiffre affiché. Par exemple, ici, pour la balance analytique, je vois qu'on a 4 décimales de précision. Donc, l'incertitude, c'est plus ou moins 0,0001 grammes. Okay? Donc, l'unité, le 1, sur le dernier chiffre affiché. Donc, ma masse, quand je fais ma lecture pour ces instruments-là, c'est relativement facile. C'est simplement de lire tous les chiffres affichés. Alors, 0,2735 grammes pour le papier. Ensuite, le pH mètre.
Donc là, je vois 6,16. Donc, l'incertitude, c'est plus ou moins 0,01. Et le pH ici, c'est simplement 6,16. Soit dit en passant, là, quand on mesure un pH, on écrit seulement la valeur numérique sans unité. Donc ici, ça fait exception à ce que j'ai dit précédemment, mais on est dans un système de pH, donc on n'a pas besoin de spécifier les unités ici. Simplement de dire qu'on parle de pH. OK, troisième type d'instrument qu'on utilise en laboratoire de chimie, les appareils jaugés. Alors, pour ces appareils-là, l'incertitude va être fournie par le fabricant. OK, donc, par exemple, ça va être affiché sur l'appareil. Les appareils jaugés, ce sont des appareils sur lesquels on a un trait de jauge. Donc, par exemple, la pipette ici, là. J'ai un trait de jauge ici. Je dois, en fait, compléter avec le liquide jusqu'à atteindre le trait de jauge. Et si on regarde précisément là, sur la pipette, on voit que l'incertitude est donnée directement dessus. Et les pipettes qu'on va utiliser au laboratoire, on a des incertitudes de 0,03 millilitres. Donc, à ce moment-là, ma lecture ici, là, ça va être 25,00 plus ou moins, non, pas plus ou moins, mais plutôt 25,00 millilitres. OK. Les règles d'attribution de chiffres significatifs. Alors, comment déterminer le nombre de chiffres significatifs dans une mesure ou dans un résultat de calcul? La règle numéro 1 est la suivante. Tout chiffre différent de 0 est significatif. Donc, c'est vraiment le 0 qu'il faut déterminer s'il est significatif ou non. Règle numéro 2. Les zéros entre les chiffres et à la gauche des chiffres, ou à la droite, pardon, sont significatifs. Ce sont seulement les zéros situés à gauche d'un nombre qui ne sont pas significatifs. OK. Il y a la règle numéro 4 aussi. Il faut faire attention ici. Donc, des fois, on obtient des nombres qui sont obtenus par comptage. Par exemple, 12 protons ou bien 32 étudiants dans une classe. Ou également là, des définitions. Dans ces cas de figure-là, ces valeurs-là n'ont pas de chiffre significatif. Ou on pourrait dire qu'elles ont un nombre infini de chiffres significatifs. Parce qu'ici, ce ne sont pas des mesures, ce sont des valeurs exactes. Donc, le concept de chiffre significatif ne tient pas pour ces valeurs-là. Parce qu'on ne fait pas de comparaison pour les obtenir. OK, je vous propose un petit exercice. Alors, on a des valeurs ici, il faut déterminer le nombre de chiffres significatifs et le nombre de chiffres décimaux. Donc, je vous invite à faire pause et à compléter ce tableau-là. OK, donc ici, j'ai 5 chiffres significatifs, 3 chiffres décimaux. Ici, 5 chiffres significatifs, une décimale. Ici, 3 chiffres significatifs et 5 décimales. Ici, 4 chiffres significatifs, 3 décimales. Donc, pour la notation scientifique, l'exposant au-dessus de la puissance 10 ne compte pas dans les chiffres significatifs. Ici, 5 chiffres significatifs, 3 décimales. Ici, 3 chiffres significatifs, 3 décimales. Et ici, 4 chiffres significatifs et 0 décimale. OK. Maintenant, parlons des règles qu'on va utiliser lorsqu'on fait des opérations mathématiques. OK. Donc, il existe 2 règles selon le type d'opération qu'on va faire. Si on fait des additions et des soustractions, la règle sur les chiffres significatifs est la suivante. Le résultat du calcul doit comporter le même nombre de chiffres
décimaux que celui qui en contient le moins. Donc, par exemple, si je fais 125,56, qui contient 2 décimales, plus 20,2, qui contient une décimale, ma calculatrice va me donner 145,76. Mais compte tenu que ici j'ai une décimale, et ça en contient moins que 2, à ce moment-là, moi, je dois arrondir ma valeur à une seule décimale. Donc, la bonne réponse, ça serait 145,8 grammes. Donc, résultat à une décimale de précision. Donc, autrement dit, là, c'est la valeur la moins précise là, qui impose sa précision au résultat final. Donc, ça, c'est pour les additions et les soustractions. Il faut regarder le nombre de chiffres décimaux, le nombre de décimales. Deuxième type d'opération, les multiplications et les divisions. Pour ces opérations-là, le résultat doit comporter le même nombre de chiffres significatifs que celui qui en contient le moins. Donc, par exemple, 2,50 litres, ça contient 3 chiffres significatifs fois 0,75 mol par litre, 2 chiffres significatifs. Alors, c'est 2 chiffres significatifs qui est plus petit ici. Je tape ça dans ma calculatrice. Ma calculatrice me donne 1,875, mais la calculatrice ne sait pas appliquer les règles des chiffres significatifs. Donc, nous, à ce moment-là, on doit arrondir à 2 chiffres significatifs. Donc, 1,9 mol. 2 chiffres significatifs, là, ce qui était la valeur la moins précise avant qu'on applique l'opération. OK. Donc, ce sont les règles qu'on va utiliser là, pour traiter des chiffres significatifs dans les calculs. OK. Également, quand on fait des calculs en chaîne, quand on a plusieurs opérations à appliquer l'une après l'autre, la règle va être la suivante. Les chiffres significatifs sont appliqués à chaque étape. Les règles des chiffres significatifs sont appliquées à chaque étape selon l'opération effectuée, mais il faut arrondir qu'à la toute fin. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai une addition suivie d'une division. OK. Donc, addition, on sait que ce qui est limitant, c'est le nombre de chiffres décimaux. Alors, ici, 12,41, j'ai 2 décimales. Ici, j'ai 0 décimale. Le résultat de ce calcul-là, donc 12,41 plus 15, ça me donne 27,41 grammes. Donc là, ici, il faut noter qu'en réalité, on ne devrait pas avoir de chiffres décimaux, okay? Puisque c'était la valeur à droite ici qui était limitante. Mais je vais quand même garder ces chiffres-là dans ma calculatrice, mais je vais noter qu'ici, il y a en fait seulement 2 chiffres significatifs avant d'appliquer ma prochaine étape. Donc, ma prochaine étape, c'est de faire cette valeur-là divisée par 1,099 grammes par millilitre. Donc, comme c'est une division, il faut regarder le nombre de chiffres significatifs. Donc, ici en bas, j'ai 4 chiffres significatifs versus 2 chiffres significatifs. Donc, 2 chiffres significatifs, c'est plus petit. La calculatrice va nous donner 24,94, mais nous, on sait qu'il faut arrondir à 25 qui contient 2 chiffres significatifs. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour les calculs en chaîne. Alors, pratiquons-nous maintenant avec quelques petits exercices. Donc, je vous invite à faire pause et à compléter ces exercices-là. OK, premier exemple ici, j'ai une multiplication et une soustraction. Je dois bien entendu appliquer la soustraction en premier. Donc, soustraction, on regarde le nombre de chiffres décimaux. Ici, j'ai 2 décimales et ici, j'ai 3 décimales.
Donc, mon résultat de cette soustraction-là, ça me donne 13,258, mais je sais que je dois garder seulement 2 décimales pour les chiffres significatifs. 2 décimales, c'est ce qui est limitant. Donc, j'ai mis une petite barre ici pour noter. Ensuite, multiplication. Là, ici, je regarde le nombre de chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs pour la valeur de gauche et 4 chiffres significatifs pour notre résultat intermédiaire. Donc, c'est 3 chiffres significatifs là, qui va être limitant. La calculatrice va nous donner 0,101439, mais la calculatrice n'applique pas les chiffres significatifs, donc on doit arrondir à 0,101, qui est la bonne réponse. Ensuite, deuxième exemple, 1,569 au carré. Donc, c'est une multiplication. On a 4 chiffres significatifs ici. La calculatrice me donne 2 et ensuite de plusieurs chiffres, donc 4, 6, 1, 7, 6, 1, mais on sait qu'on doit arrondir là, à 4 chiffres significatifs. Ça nous donne 2,462, qui est la bonne réponse. Troisième exemple, donc j'ai une soustraction suivie d'une division, donc j'applique la soustraction en premier, 2 décimales versus 3 décimales, donc 2 décimales c'est limitant. Le résultat nous donne 0,704. Donc, je prends note qu'on a seulement 2 décimales ici. Ensuite, prochaine étape, c'est une division. Donc là, je regarde le nombre de chiffres significatifs. Donc, 4 chiffres significatifs ici versus 2 chiffres significatifs pour mon résultat de la soustraction. Donc, 2 chiffres significatifs, c'est limitant. La calculatrice nous donne 0,045244, ce qu'on doit arrondir là, à 0,045. Dernier exemple. Ici, au numérateur, j'ai multiplication, suivi au dénominateur d'une division. Donc, pour le numérateur, comme c'est multiplication, c'est le nombre de chiffres significatifs qui va compter. 4 chiffres significatifs pour la valeur de gauche, 3 chiffres significatifs pour la valeur de droite. Donc, c'est 3 qui est limitant. Le résultat intermédiaire, c'est 0,00221,089. Je prends note qu'on a seulement 3 chiffres significatifs, mais je conserve tous les chiffres pour faire le calcul dans ma calculatrice. Donc, prochain calcul divisé par 0,0700, également 3 chiffres significatifs. Donc, le résultat va être arrondi à 3 chiffres significatifs. Ma calculatrice va me donner 0,031584 et on doit arrondir donc à 0,0316, qui est la bonne réponse, qui contient 3 chiffres significatifs. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a bien été et je vous dis à bientôt. Bye bye.